Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Il y a 30 ans était libéré le plus célèbre prisonnier politique au monde. Au sommaire de cette émission, l'héritage de Nelson Mandela, icône mondialisée, le mythe Mandela surpassera-t-il un jour Che Guevara? L'Afrique du Sud, aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait cette nation arc-en-ciel dont on avait rêvé, les empreintes de l'apartheid toujours omniprésentes dans la société. Nous verrons la place de cette Afrique du Sud dans un continent secoué par des conflits qui durent. Enfin, retour en noir et blanc sur l'époque de l'apartheid. Ce sera, en fin d'émission, notre rubrique « Ce jour-là ». C'était donc il y a 30 ans, dans l'après-midi du 11 février exactement. Nelson Mandela retrouvait la liberté après 27 ans, 6 mois et 6 jours de captivité. La foule était immense, l'émotion dans le monde à la hauteur de l'événement. Le président Frédéric de Klerk l'avait annoncé la veille dans une allocution télévisée. Mandela libéré était cette première étape qui allait permettre à l'Afrique du Sud de retrouver sa place dans le concert des nations. Et 4 ans plus tard, le héros du peuple noir allait être élu premier président noir de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un pays désormais politiquement métamorphosé, mais l'histoire y a laissé des traces profondes et bien visibles. Son territoire demeure très fragmenté, la société extrêmement polarisée et racialisée. Une certaine élite affiche parfois une réussite tapageuse, mais les inégalités n'ont pas disparu, au contraire, elles se sont même creusées. En ce sens-là, l'Afrique du Sud est un pays désenchanté. Mélanie Ohayon avec Guillaume Fialip. Il y a des événements capables de rassembler toute une nation. L'Afrique du Sud, championne du monde de rugby. Tous ensemble, des milliers de supporters, noirs, blancs, métis, indiens. Elle était là, cette nation arc-en-ciel, tant rêvée par Nelson Mandela. Mais loin de l'ambiance de la tournée des champions, l'héritage de l'apartheid n'est jamais très loin. Kliptown, l'un des quartiers de Soweto. Toujours ces baraquements en tôle ondulée construits par le gouvernement pour les travailleurs noirs. Ici, on attend toujours l'eau courante et l'électricité promise par les autorités. Les services publics ici, c'est de la science-fiction pour moi. À Kliptown, il n'y a jamais eu le moindre service public. Et pourtant, 35 milliards d'euros ont été investis pour transformer le township de Soweto, peuplé de plus d'1 million d'habitants. « 30 ans après la fin de l'apartheid, la ségrégation territoriale est toujours bien visible. Dans les quartiers protégés, sécurisés des grandes villes, comme à Johannesburg, Pretoria ou le Cap, se concentre encore la minorité blanche, africanaire et européen. La grande redistribution des terres promises par le gouvernement n'a toujours pas eu lieu. La minorité blanche, 8% de la population, possède toujours les 3/4 des terres agricoles du pays. Les Noirs, seulement 4%. Dans les régions des anciens Bantoustans, vivent toujours des communautés noires très rurales et généralement très pauvres. Alors bien sûr, l'Afrique du Sud reste la première puissance industrielle du continent et offre bien plus d'opportunités qu'il y a 30 ans. Elle a vu l'émergence d'une nouvelle élite noire, parfois très riche, et d'une classe moyenne. Mais les inégalités n'ont jamais été aussi fortes. Un habitant sur 2 vit avec moins de $2 par jour. Les Blancs gagnent encore en moyenne 3 fois plus que les Noirs. Et puis un chômage record, presque 30% selon les chiffres officiels, qui touche en particulier les jeunes Noirs et seulement 7% des Blancs. La Banque mondiale classe l'Afrique du Sud parmi les États les plus inégalitaires au monde. C'est aussi l'un des pays les plus violents. 57 personnes tuées chaque jour et des violences récurrentes contre les immigrés, mozambicains, nigérians, bangladais et leur commerce.
L'Afrique du Sud attend toujours son rêve, arc-en-ciel. Bonjour Frédéric Giraud. Bonjour. Géographe, professeur à l'Université de Genève, à votre actif une longue expérience de chercheur en Afrique du Sud. 25 ans après la fin de l'apartheid, Frédéric Giraud, l'Afrique du Sud reste une nation très divisée économiquement, socialement, on l'a vu. Est-ce que vous diriez que le parti au pouvoir, le Congrès national africain de Nelson Mandela, a échoué ? Non, je dirais pas ça. Évidemment, c'est une question qui n'est pas évidente, parce que tout dépend quel est le référentiel. C'est un pays complexe, c'est un pays qui se heurte à de grandes difficultés, qui est loin de les avoir toutes résolues. Mais du côté de la réussite, il faut quand même dire que déjà la guerre civile tant redoutée n'a pas eu lieu. Ne serait-ce que ça, c'était déjà quand même quelque chose qui n'avait rien d'évident au départ. L'Afrique du Sud a rejoint le concert des nations, est devenue un pays émergent qui joue un rôle moteur à l'échelle du continent africain. Il y a une nouvelle élite qui s'est progressivement dégagée. Il y a une classe moyenne émergente, mais la pauvreté reste majoritaire. Il y a un problème de violence. Bref, c'est une société qui continue complexe à être et violente. Et il y a une fragmentation sociale et même géographique qui reste très marquée. Quelque part, les empreintes de l'apartheid restent très visibles, non ? Absolument, oui. Et ce, à différentes échelles. On peut dire que l'espace sud-africain est presque un modèle du genre en matière de ségrégation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les séparations sociales et spatiales continuent à exister en Afrique du Sud, dans les villes sud-africaines. C'est les fameux townships, ces grands quartiers qui étaient réservés, imposés aux populations majoritaires mais dominées, restent de grands quartiers où il n'y a pas de mixité raciale, et restent des quartiers qui sont souvent séparés de la partie la plus privilégiée de la ville, même si les zones tampons ont eu tendance à s'effacer un petit peu. Cette dimension de la ségrégation est toujours là. En revanche, du côté des quartiers plus privilégiés, là, il y a des évolutions, et là, il y a davantage de mixité, si ce n'est sociale, au moins raciale. Alors, vous avez été chercheur en Afrique du Sud et vous avez observé longtemps la politique des autorités pour effacer, en quelque sorte, les empreintes de l'apartheid, notamment au niveau des grandes agglomérations urbaines. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre et avec quels objectifs ? Alors, le régime d'apartheid était un régime dont l'ingénierie était très spatiale, très géographique. Lorsque l'ANC a été au pouvoir, la première de ses tâches a été de démanteler le système d'apartheid, et ça passait par un démantèlement, non seulement bien sûr de la législation raciste, mais aussi des zonages, de l'organisation de l'espace, dans lesquels s'exprimait justement cette conception raciste de la société, puis de l'usage du sol et de l'espace. Mais de facto, en fait, les différents blancs, noirs, métis, indiens se mélangent encore très peu aujourd'hui, non ? Alors, pour ce qui est du résidentiel, et pour ce qui est de la grande majorité de la population qui reste pauvre ou vraiment à l'état de petite classe moyenne émergente, là, on peut dire qu'effectivement, la ségrégation raciale continue à structurer l'espace résidentiel. Par contre, c'est moins vrai pour les classes les plus aisées, où là, la nouvelle élite issue de la majorité d'origine africaine ou des groupes indiens est venue en quelque sorte dans ces zones privilégiées. Est venue dans ces zones privilégiées. Et puis après, il y a les nouveaux lieux. Alors, est-ce que c'est de l'espace public ? Bon, ça se discute, mais enfin, là où on se rend compte, finalement, c'est dans les shopping malls, c'est dans des lieux privés, mais des lieux qui sont commerciaux. Là, il y a tout le monde. Et là, c'est fréquenté, effectivement, par les différents segments de la société, et ça peut apparaître comme plus mixte. Mais la grande redistribution des terres, qui était une des promesses de l'après-apartheid, n'a toujours pas eu lieu. Oui, on peut dire qu'elle n'a pas eu lieu. Alors, il s'est s'est passé des choses, il continue à se passer quelque chose, mais on peut dire que ça n'a pas été massif et pas été à la hauteur de ce qui avait été annoncé, puisque c'est Mandela lui-même qui avait annoncé que l'objectif, c'était 30% de redistribution des terres, et on en est loin. Les raisons, elles sont dans le fait que le pouvoir estime que les grandes fermes issus de la colonisation, et qui sont souvent aux mains des populations d'origine européenne, mais aussi les grandes plantations qui sont tenues par des grandes sociétés forestières ou sucrières, par exemple,
constituent un potentiel économique non négligeable pour l'Afrique du Sud, permettent aussi d'avoir une certaine souveraineté alimentaire, et l'idée et sont pourvoyeuses d'emplois. Alors, il faut voir les conditions d'emploi, parfois qui sont lamentables, mais enfin, sont quand même pourvoyeuses d'emplois. Et donc, se lancer dans une redistribution des terres et une réforme agraire comporterait un risque vis-à-vis de ce potentiel économique, de cette souveraineté alimentaire et éventuellement aussi de l'emploi. Comment expliquer que, malgré toutes ces fractures sociales, malgré aussi les affaires de corruption, on pourrait en parler, qui ont touché les plus hautes sphères de l'État, comment expliquer que le Congrès national africain de Nelson Mandela, le parti de Mandela, conserve son hégémonie depuis 25 ans dans ce pays? Déjà, il y a une partie de la réponse dans la question, puisque la grande figure de Mandela contribue à maintenir quand même une image très favorable à ce parti et à lui conférer une légitimité historique. Donc je pense qu'il y a ça, il y a la légitimité historique, la légitimité de la lutte, et puis la légitimité de l'octroi d'un certain nombre d'acquis sociaux. Notamment les retraités, système de retraite, couverture sociale. Et aussi, et c'est peut-être le dernier élément de réponse, c'est un parti qui a quand même le mérite d'être représentatif d'un certain nombre de segments de la société sud-africaine et donc de garantir aussi une certaine pacification de la vie publique et de la vie politique. Et là, il n'y a pas d'alternative. Les autres partis qui sont présents sur la scène politique sud-africaine, qui parfois arrivent à gagner une ville ou une province, mais qui n'arrivent pas à s'affirmer au niveau national, sont seulement représentatifs de certains segments de la société, à la différence de l'ANC. Alors, voilà qui nous amène à la suite de ce décryptage, mais juste après ce sujet préparé pour nous par Olivier Colère. Nelson Mandela, ou l'histoire du plus célèbre prisonnier politique de l'histoire, devenu une icône planétaire. Condamné à la prison à vie en 1963, la grande figure historique de la lutte contre l'apartheid, partisan de la désobéissance civile puis de la lutte armée contre le régime de Pretoria, aura sacrifié 27 ans de sa liberté pour mener le combat d'une vie. Fin des années 80, le monde artistique se mobilise. Johnny Clegg, le Zoulou blanc et le chantre de la lutte anti-apartheid, signe un tube planétaire. Le 11 juin 1988, un concert rassemble les plus grandes stars du moment au stade de Wembley. Suivi par 600 millions de téléspectateurs, l'événement provoque une prise de conscience planétaire qui va mener à la chute de l'apartheid et à la libération de Nelson Mandela. Le 11 février 1990, les premiers pas de Nelson Mandela en homme libre. Juste après sa libération, aux côtés de son épouse Winnie, il prononce son premier discours dans son fief historique de Soweto. Nous devons continuer la lutte jusqu'à l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Nous sommes opposés à toute domination noire, de même que nous avons toujours été opposés à la domination blanche. 4 ans après sa libération, l'impensable se produit. Nelson Mandela devient le premier président noir de l'Afrique du Sud. On lui attribue le prix Nobel de la paix. Libéré de toute obligation à l'issue d'un mandat de 5 ans, il s'engage dans des luttes contre le sida, la corruption et la pauvreté. Comme l'esclavage, comme l'apartheid, la pauvreté n'est pas naturelle, c'est une création de l'homme. Elle peut être vaincue. L'une des dernières victoires de Nelson Mandela, en 2010, 3 ans avant sa mort, l'Afrique du Sud décroche l'organisation de la première Coupe du monde de football sur le continent africain. Frédéric Giraud, vous avez travaillé aussi sur la puissance du mythe Mandela, plus fort aujourd'hui que Gandhi, Kennedy ou Mao Tse-tung. Vrai. Alors,
Bon, moi, j'ai travaillé sur les commémorations dans l'espace public. Par exemple, les noms de rues, mais aussi... Les places, les campus, les centres culturels, tout ça. Alors, vous évoquez quelques noms qui, effectivement, aux côtés de Mandela, sont les noms qui ont une aura d'échelle mondiale, même si c'est un peu inégal dans le monde, peut-être qu'on y reviendra. Alors, comment s'est opérée cette propagation de l'image Mandela, du mythe Mandela, je dirais, dans le temps et dans l'espace? Bon, alors... Parce que ça a commencé dans les années 60 déjà, quand Mandela était prisonnier. Oui, alors, bon, déjà, il y a toute une chronologie, une périodisation de la vie politique de Mandela et de ce qu'il incarne. Et effectivement, du coup, la diffusion et les commémorations ont épousé aussi ces différentes phases. Donc, il y a d'abord la phase du Mandela rebelle et emprisonné. Alors, on pourrait dire quand même que dans un premier temps, le mouvement anti-apartheid qui existe en dehors de l'Afrique du Sud n'a pas tout de suite jouer la carte de la personnalisation. Ça a quand même été aussi une stratégie à partir des années 70 et plus particulièrement à partir du début des années 80. De cette lutte. C'est la figure. Et le mouvement anti-apartheid au niveau international, délibérément, choisit de personnaliser le mouvement. Donc ça contribue aussi à l'alimentation de ces commémorations publiques. En Europe, par exemple... Oui. Ça commence quand en Europe? Alors, en France, je crois que ça commence en Grande-Bretagne, vraiment. Oui, c'est vraiment au Royaume-Uni, mais très vite, ça va venir aussi en France et aux Pays-Bas. Trois pays qui, pour des raisons différentes, ont à voir avec vraiment la colonisation du continent africain et pour ce qui est des Pays-Bas, de l'Afrique du Sud aussi. Mais c'est effectivement au Royaume-Uni d'abord, sur les campus, et puis dans les banlieues rouges, les banlieues tenues par l'aile gauche du Parti travailliste, et les campus où s'expriment des associations d'étudiants, au sein desquels il y a parfois des étudiants d'origine sud-africaine qui contribuent qui participent à... Et puis en France, c'était par exemple les municipalités aux mains du Parti communiste, parce qu'il y en avait beaucoup essentiellement, petit peu aussi l'aile gauche du Parti socialiste, qui va jouer la carte de la visibilisation de la personne de Mandela pour soutenir le mouvement, effectivement. Mais en Afrique, ça, il faut le rappeler quand même, Mandela, c'est le héros number one. Ce qui est intéressant sur le continent africain, c'est qu'on voit se multiplier les références à Mandela dans des équipements de la formation ou des équipements du loisir, qui sont en fait les lieux, et aussi des quartiers résidentiels, qui vont être les lieux de la classe moyenne émergente africaine, qui s'identifie particulièrement à la figure de Mandela et au fait qu'elle soit associée aussi à la mondialisation. Et puis ensuite, il y a eu, disons dans le temps, une deuxième vague, c'est lorsque Mandela est devenu président, puis honoré du prix Nobel de la paix. Là, il y a eu une nouvelle propagation de l'image Mandela. Effectivement, là, il a acquis une autre dimension, qui est celle du sage, d'une part, d'homme de paix, et puis de figure exemplaire pour tous les démocrates, quoi. Et effectivement, là, du coup, Mandela est devenu une personnalité consensuelle, ce qui n'était absolument pas le cas auparavant. Pendant la guerre froide, mais même un peu après la guerre froide, il restait quand même une figure associée à des positions... Même à la guérilla. La guérilla, de rebelle. Et donc il devient beaucoup plus consensuel. Et du coup, le spectre politique qui se réclame de sa figure et de ses valeurs s'élargit considérablement. Il a été récupéré? Est-ce que le mythe a été récupéré? Ouais, on peut dire qu'il a été récupéré, ça c'est certain. Dans un certain nombre de situations politiques ou économiques, vous avez des acteurs qui se réclament de la figure de Mandela, alors que ça avait pu être des figures qui, au contraire, avaient exprimé des positions contraires dans un autre contexte. On peut dire qu'il n'y a que l'extrême droite qui reste totalement rétive à cette figure, qui incarne en fait tout ce qu'elle n'est pas, en quelque sorte, et qui là, alors, sauf que comme c'est devenu une figure consensuelle, on ne peut plus contester la figure de Mandela. Est-ce qu'il y aura un jour davantage de t-shirts à l'effigie de Mandela que du Che Guevara? Alors, la question est sympa. Je pense pas, parce que Che Guevara a pour lui d'être une figure romantique. Et puis il y a cette photo, la photo quasi christique de Che Guevara, alors que Mandela, c'est un personnage quand même plus complexe, qui évolue dans le temps, qui est peut-être moins romantique ou moins idéalisable, parce qu'il est allé jusqu'au bout aussi de son parcours. Il y a eu le combat, mais il y a eu le temps du combat, puis il y a eu le temps de la réalisation, puis il y a eu le temps du retrait. Et bon, évidemment, alors que Che Guevara incarne autre chose. Merci Frédéric Géraud. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitis. Merci, c'était également un plaisir. Merci. Sur un continent secoué par des conflits durables, la nouvelle Afrique du Sud a fait valoir sa diplomatie de paix au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Soudan. Elle va tenter de résoudre le désaccord entre l'Éthiopie et l'Égypte à propos du grand barrage de la Renaissance.
Mais la diplomatie sud-africaine est aussi au service de son économie, la deuxième, la plus puissante du continent. Elsa Anguinolfi. Premier producteur mondial de platine. Deuxième producteur d'or du continent. C'est dans son sol que l'Afrique du Sud puise l'essence de sa puissance économique. Une terre dont sont sortis quelques-uns des plus rares diamants du monde. Les métaux et les minerais représentent 26% des exportations du pays. Mais l'Afrique du Sud vend aussi beaucoup de produits manufacturés, des voitures, des machines pour l'industrie, des composants chimiques. Et ses côtes accueillent le deuxième port d'Afrique à Durban. L'Afrique du Sud est la deuxième plus grosse économie du continent, derrière le Nigeria et son pétrole, et devant l'Égypte. Mais c'est aussi la plus diversifiée avec ses services financiers. Ses millions de touristes et sa compagnie de téléphone MTN présente même à Chypre. Une économie forte, mais une économie qui tourne au ralenti depuis la crise de 2008. 0,8% de croissance seulement en 2018. Mais Pretoria s'attache à maintenir son poids sur la scène internationale. Car c'est le seul pays d'Afrique membre du G20 et des BRICS, le groupe qui réunit aussi la Chine, la Russie, le Brésil et l'Inde. Et depuis qu'il a contribué à la fin de l'apartheid, l'ANC, le parti au pouvoir depuis 25 ans, veut faire de l'Afrique du Sud le porte-voix de tout un continent. Un jour meilleur se lève sur l'Afrique du Sud. Et un jour meilleur se lève sur notre continent bien-aimé, l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique. L'Afrique du Sud mise sur une diplomatie de la coopération économique et politique. Elle a joué un rôle clé dans la formation de l'Union africaine en 2002. Et elle soutient aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle zone de libre-échange continentale, synonyme d'un renforcement des relations intra-africaines, mais aussi de débouchés pour ses entreprises. Retour en noir et blanc au temps de l'apartheid. Comment, durant presque un demi-siècle, la minorité blanche avait organisé la ségrégation, la domination et l'exploitation des peuples de couleur. C'est un reportage de Continent sans visa, une émission de la RTS réalisée au milieu des années 60. Et c'est notre rubrique ce jour-là. Des bancs publics réservés aux Blancs, des Noirs assis sur le gazon des parcs. L'apartheid, c'est d'abord la ségrégation raciale dans ce qu'il a de plus mesquin. Les bâtiments officiels ont toujours 2 entrées, 2 ascenseurs mais. À la nouvelle gare du Cap, 2 guichets sont prévus pour accueillir les bagages des Européens. D'un côté, les bagages des Blancs apportés par des Blancs, de l'autre, les bagages des Blancs apportés par des Noirs. Faut-il multiplier les exemples d'une discrimination aussi raffinée qu'onéreuse? Les bus, bien sûr, n'y échappent pas. Même les arrêts sont différents selon que le passager est blanc ou citoyen de seconde classe, comme l'indique l'écriteau, c'est-à-dire noir. On compte d'ailleurs en moyenne un arrêt dit de seconde classe pour 3 arrêts blancs. Et les bus réservés aux noirs sont forcément moins nombreux. Mais l'apartheid, c'est encore autre chose. Chaque soir, à partir de 5 heures, un exode massif vide les grandes villes de tous les ouvriers et employés noirs qui, le jour, viennent gagner là leur maïs quotidien. Ne sont autorisés à rester dans la cité des Blancs que le personnel de maison et les Japonais, sacrés ariens d'honneur, parce que leur relation commerciale avec l'Afrique du Sud ne cesse de s'intensifier. En fait, sa politique d'apartheid, le gouvernement de Pretoria a dû l'imposer par la force. Ces images d'archives rappellent les incidents de 1960 à Sharpeville. Les Noirs protestaient contre l'obligation qui leur est faite de porter sur eux à toute heure du jour et de la nuit le fameux pass, sorte de passeport indispensable pour vivre dans la République de M. Verwoerd. La police ouvrit le feu, résultat, 69 Africains tués.
Ce fut le dernier sursaut de protestation spectaculaire des Noirs. À la suite de ces manifestations, le gouvernement allait prendre des mesures draconiennes pour décapiter le nationalisme africain. Voilà, sur le blog Néotoponymie, vous pouvez retrouver Géopolitique de la planète Mandela. C'est l'étude de notre invité du jour, Frédéric Giraud, de l'Université de Genève. À voir sur le site de la chaîne Arte, Afrique du Sud, terres occupées, de pauvres gens venus des campagnes pour trouver un travail s'installent clandestinement dans des baraques aux portes de Johannesburg. Un bref extrait de cet excellent reportage. Cette terre nous appartient. C'est le slogan d'un nouveau parti radical sud-africain qui encourage, jour après jour, des centaines de familles démunies à occuper des terres en friche. En à peine 2 mois, 1200 nouvelles baraques en tôle ont été construites à Mountain City. Au sud de Johannesburg, toutes les semaines, de nouveaux campements illégaux voient le jour, soit sur des terrains qui appartiennent à l'État, soit sur des terrains privés. Enfin, ce livre, Gangster State, qui jette une lumière crue sur la corruption et les magouilles des plus grands dirigeants sud-africains. L'homme dont il s'agit ici, Ace Magashule, allié de l'ex-président Zuma, est toujours secrétaire général du Congrès national africain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous, merci aux équipes qui ont permis cette édition. À tout bientôt dans un prochain rendez-vous de Géopolitis sur la RTS et TV5 Monde.